Et donner la parole à Jean-Paul Kerlian, qui va venir à côté de moi pour vous présenter un projet que nous avons à cœur depuis déjà longtemps, qui est un projet qui consiste à permettre à nos jeunes sportifs de rester sur le territoire. Jusqu'à présent, c'était valable jusqu'en 3e. Nous souhaitons aller au-delà. Et donc, il va vous faire part de son souhait. Et d'autre part, malheureusement, nous avions abordé cette question avec Madame la Ministre, qui n'est plus Madame la Ministre. Et donc, tout le travail que nous avions entrepris est à refaire. Jean-Paul, tu veux venir te mettre à côté de moi. Tu voulais que Madame Fine vienne avec toi? Non, ça va, je parle. Comme... Assieds-toi devant un micro, si tu veux reprendre la parole plus tard. Allez, c'est à toi. Bien, mesdames et messieurs les maires, les conseillers communautaires, monsieur le président, merci de m'accueillir dans cette réunion qui pour moi elle n'est pas importante, elle est extrêmement importante. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons initié, j'ai pas initié, mon prédécesseur avait initié, Thierry Ravel, le travail sur les classes de 3e, seconde, préparation au niveau, je dis bien préparation au niveau, puisqu'on n'est encore pas, on n'est quand même pas le lycée fédéral d'Albertville. On a poursuivi bien sûr la feuille de route. J'étais venu vous présenter ce projet avec Laurence Fine et Jean-Christophe Hoff en son époque. Alain Fardella nous avait beaucoup aidé sur le sujet. Aujourd'hui c'est Gérard, je l'en remercie. Donc effectivement nous avons en place ces classes de 3e seconde qui regroupent bien sûr les meilleurs éléments aussi bien en alpin, en nordique que en classe de, pas en classe mais pour la Fédération Française de Montagne et Escalade, en escalade, pour regrouper tous ces meilleurs athlètes. Bien, donc aujourd'hui nous avons fait, je dirais entre guillemets, nos preuves, puisque vous aurez demain dans vos mairies un petit peu tous les comptes rendus des comités de pilotage auxquels Alain Proret assiste toujours, qui donnent quand même un petit peu le feu vert à la possibilité d'ouvrir à partir de l'année scolaire 2019-2020 des classes de première terminale en 3 ans. Alors effectivement, ce sujet est un sujet plus qu'important parce que en ce qui concerne ces athlètes de haut niveau, préparation au haut niveau, le projet s'arrête en seconde et qu'à partir de la seconde, eh bien, ni plus ni moins, ces athlètes, nos athlètes, vos enfants, les fils de les enfants de vos administrés partent aujourd'hui sur 5 points différents entre l'Isère et la Savoie, à savoir Villard-de-Lans, le lycée national d'Albertville, la Motte-Servolex, Saint-Jean-de-Maurienne et Moutier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi bien en nordique qu'en alpin 5 lieux de rassemblement pour récupérer nos athlètes. Donc je veux dire que ce projet a une importance déjà dans la vie de l'athlète, parce que quand on parle de première terminale, là on rentre vraiment cette fois dans le haut niveau, c'est plus tellement de la préparation, mais on travaille et les athlètes travaillent pour le haut niveau, pour se préparer au haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à la limite de rentrer au lycée fédéral à Albertville. Donc on est là-dedans, et bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est des trajets, c'est du roulage de bus, c'est du gasoil, c'est de la fatigue surtout, au niveau des parents, et bien évidemment par rapport aux athlètes. Un tout petit exemple, l'équipe régionale nordique a fait un stage dans les Baronnies pendant 5 jours. Ils ont terminé sur 1 kilomètre vertical à Gap dimanche. Dimanche soir, les athlètes repartaient Villard-de-Lans et ailleurs. Donc voilà, donc ce projet est un projet que moi j'ai vécu, que mes enfants ont vécu, que j'espère on va arrêter là, qui a seulement 40 ans de retard par rapport au comité savoyard, et qu'à partir de là, on veut et on souhaite mettre tout en œuvre de façon à ce que nos athlètes restent chez nous.
faut savoir encore une fois que le pôle d'excellence, et on parle de pôle d'excellence, la tête de ce pôle en région sud, c'est Briançon. Un autre lycée est une antenne de Briançon, je dirais, qui est le Val-de-Blore dans le 06. Mais le lycée référent du pôle d'excellence, c'est ici même à Briançon. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons des athlètes qui viennent de la Côte d'Azur aussi. Vous savez que de par la réforme territoriale, on a été obligé de se regrouper en ligue, de mettre en place une ligue qui regroupe, et avec la chance en ce qui nous concerne, deux comités, le comité Côte d'Azur et le comité de ski Alpes-Provence nous-mêmes. La Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 5 comités qui se sont regroupés. Donc l'épreuve est assez compliquée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà des athlètes de la Côte d'Azur qui s'entraînent et qui viennent s'entraîner avec nos entraîneurs. Et que dans l'avenir, il est tout à fait possible, en plus, qu'on peut avoir des athlètes qui viennent de la Côte d'Azur pour cette première terminale. Donc effectivement, c'est un projet à plusieurs orientations, sportif bien évidemment, mais également scolaire et d'éducation. Il a été prouvé, il a été montré, il a été démontré que les athlètes qui sont dans nos classes de 3e et seconde actuellement au collège et au lycée de Briançon sont les meilleures classes du lycée. C'est des enfants et des athlètes qui travaillent énormément. Leur travail est à mettre en avant. Il faut savoir que derrière tout ça, une grosse structure a été mise en place. Et je le redis, dans des classes de 3e seconde, grâce à vous, si vous n'aviez pas été là, même ces classes de 3e seconde n'existeraient pas. On s'est doté de CTS, un CTS supplémentaire que la fédération nous a mis à disposition, en espérant que ça continue le plus longtemps possible, l'avenir nous le dira. On s'est doté d'entraîneurs supplémentaires, on s'est doté de bus. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la flotte de bus aujourd'hui du comité, sur des projets de financement participatif, etc. On a tout mis en œuvre de façon à ce que, comme nous avons un roulage à cause de nos athlètes et pour eux surtout, eh bien, les bus étaient dans un état lamentable, donc on renouvelle ces bus par des subventions, des aides, etc. etc. Donc ce projet, je le redis, aujourd'hui consiste à avoir première terminale sur 3 ans. C'est un projet qui ne va pas regrouper beaucoup d'élèves, qui va regrouper à peu près une quinzaine à la louche, une quinzaine d'athlètes, dans lequel on aura bien évidemment des alpins, des nordiques. La FFME continuera à être partenaire avec nous. Et nous avons aussi le projet, mais ça dépendra de la FFS. Mais aujourd'hui, je ne vois pas du tout ce qui va empêcher l'arrivée des handisports. Ok ? Donc c'est vraiment quelque chose c'est un projet global, ouvrir ses classes. On attend la réunion avec le recteur d'académie qui, lui, bien évidemment, va donner la direction et dire oui, on fonce pas. En amont, l'inspecteur d'académie a été briefé, je le lis, a été briefé par l'inspecteur principal régional EPS et il est tout à fait favorable à notre projet. Donc encore une fois, aujourd'hui, tout est ouvert. Tout est ouvert. La volonté, ça sera votre volonté. Et comme je vous l'avais dit précédemment pour les 3e secondes, ça dépendra de vous. Aujourd'hui, j'ai repris ma petite mallette pour faire le tour des conseils communautaires. J'ai pris rendez-vous avec celui d'Embrun, je vais prendre rendez-vous avec celui du Champsort. J'ai pris rendez-vous avec la CCPE des Écrins. Donc voilà. Le budget de tout ça, c'est un budget de 140 000 euros de fonctionnement par an, incluant l'amortissement des bus, etc. Il est bien évident que ici ce soir, comme dans les autres réunions, je ne vais pas demander 137 000 euros. Je dis aujourd'hui, c'est un petit peu le Téléthon. On parle du Téléthon. Moi, je vous demande d'être un petit peu, d'être sensible à tous ces enfants et ces athlètes surtout
qui ont une vie sportive, une vie éducative, qui ne vont pas être déscolarisés, mais qui ne vont pas être séparés de leur famille en allant ailleurs, les garder encore une fois chez nous. Alors c'est vrai que tout ça représente des bus supplémentaires, représente 2 entraîneurs supplémentaires en nordique et en alpin, et représente un coordonnateur supplémentaire. Donc voilà, je vous livre un petit peu les choses comme elles le sont aujourd'hui. C'est une démarche. Gérard Fromm, effectivement, a entendu mes paroles, puisqu'il était bien sûr avec moi lors de l'arrivée du ministre. Au ministre, ce jour-là, on ne lui a pas demandé d'argent. Hein. C'est clair, elle n'en a pas. Et puis le prochain n'en aura pas, et les autres n'en auront pas. Parce que le sport aujourd'hui en France, je l'ai dit, je me suis un peu mis en colère avec DC Télé quand ils sont le lendemain. Le sport en France n'existe pas, ou très peu. 450 millions d'euros pour un ministère des Sports, c'est tout simplement inadmissible. Et c'est un manque de respect par rapport à nous bénévoles qui travaillons pour tous ces gamins qui, eux, travaillent énormément, mais énormément. Aujourd'hui, le comité de ski représente quand même 22 athlètes dans les équipes de France, avec les résultats qu'il y a derrière. Du petit Baucher jusqu'à Richard Joux, bien évidemment, Pierre Voltier, Luc à son époque, et puis Alizé Baron et beaucoup d'autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même un fournisseur des équipes nationales. Alors pas autant que la Savoie et la Haute-Savoie, on est bien d'accord, mais on fait partie des bons fournisseurs d'athlètes. Donc voilà, moi j'ai un petit peu fait le tour. Vous avez Laurence et Stéphane. Stéphane, je ne sais pas vous le présenter, Stéphane Barrel qui est là. Il représente un peu ce soir aussi le comité de ski Alpes Provence, parce que Stéphane représente le club de Serre-Chevalier, mais est élu au comité directeur du comité. Donc Laurence finit de distribuer des documents qui est le projet qu'ont mis en place nos 2 CTS, Mathieu Faure et Sandrine Aubert, sur comment va fonctionner et peut fonctionner ces classes de première terminale. Voilà, je pense avoir fait, dans les 10 minutes, fait un petit peu le tour du sujet. Demain, vous aurez un complément sur vos boîtes mail de mairie de tout un dossier un peu plus conséquent sur ce que représentent les athlètes, ce que représente le CNED, où vont les athlètes, le pourcentage d'athlètes qui vont aller à Villard-de-Lans, la Motte-Servolex, etc. Beaucoup plus de précisions vous seront amenées demain dans vos boîtes mail. Maintenant, je reste jusqu'à ce que je reste à votre disposition pour des questions s'il y en a. Bon, écoute, on te remercie. Effectivement, moi j'ai tenu à ce que tu viennes présenter ce soir parce que déjà précédemment, comme tu l'avais dit, Alain Fardella et bien d'autres avaient soutenu le projet tel qu'il est aujourd'hui lancé. C'est vrai que tu as parlé de tous ces problèmes de déplacement, d'implantation aussi territoriale. Ça fait partie aussi de l'aménagement du territoire. Ça fait aussi partie du confort affectif des jeunes qui restent ici et qui restent sur notre territoire. Donc je crois que cette démarche qui a été initiée jusqu'à présent, de la poursuivre jusqu'à la terminale, ça me semble indispensable. Alors après, il va falloir qu'on prenne les calculettes quand même, parce que on ne se nourrit pas de l'air du temps dans cette affaire. Tu as parlé de 140 000 euros en gros. Oui. Il faut voir comment chacune des collectivités... Alors déjà ici au niveau de la collectivité, il y a les mairies à titre individuel qui ont déjà mis la main à la poche, un certain nombre de communes, quelle que soit leur taille. Et puis il y a la communauté de communes qui peut aussi participer. Et puis il faudra qu'on voit sur l'ensemble comment on peut organiser, parce qu'il faudra non seulement payer cette année, mais pérenniser. C'est le but. Parce que le but, il est là. Oui. C'est pas une année, on fait un coup, et puis après, on voit avec les difficultés. Donc je pense qu'il faut effectivement bien réfléchir, bien structurer, et que ceux qui s'engagent et qui veulent s'engager pour démontrer la possibilité pour notre territoire de garder ces jeunes ici, je pense qu'il faudra aussi qu'ils le fassent de manière concrète. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on vote un principe pluriannuel de subvention de manière à ce qu'effectivement chaque année, vous ne soyez pas obligé d'aller tendre votre CEBI dans tous les sens. Bien sûr. Juste pour information, j'en aurais fini. Encore une fois, je remercie tous ceux qui donnent, et que ce soit les gros ou les petits. Mais pour mémoire, Montgenèvre, sur les classes de 3e seconde, sur les classes de 3e seconde, Montgenèvre donne 10 000, la mairie de Briançon donne 10 000, le SIVM de Serre-Chevalier, puisque ça passe par l'intermédiaire du SIVM de Serre-Chevalier, on y retournera,
Martine, mais donne 20 000. La CCPE des écrins donne 20 000. Le Guy S3 donnait 1500, je pense qu'ils vont arrêter, mais c'est vrai que des athlètes, ils n'en ont pas. Le Haut-Champsaur donnait 3000. Le conseil départemental avait mis une enveloppe de 20 000 et la région mettait sur ce projet-là, enfin sur l'ancien projet, une enveloppe de un peu plus de 30 000, 38 000 euros pour la région. Alors c'est évident que la démarche que je fais là, j'irai aussi la faire en direction de Renaud Muselier et de Jean-Marie Bernard pour que tout le monde soit sensible. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a des choses à dire, à confirmer, à soutenir, à exprimer. Non, personne ne veut prendre la parole. Donc c'est un acquiescement général. Ton tact. En tout cas, merci de ta présence et merci de l'opération en question. Merci. À bientôt. Bonsoir. Bien. Eh bien, nous allons reprendre le cours de notre conseil communautaire. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Gérard Fromm présent, Nicole Guérin, Francine Dardenne, Éric Pétieux, Catherine Guigli a donné pouvoir à Madame Dardenne, Madame Bovetto, Monsieur Maurice Dufour a donné pouvoir à Madame Guérin, Monsieur Yvon Aiguier, Monsieur Gilles Martinez m'a donné pouvoir, Marie Marchello, Alain Prorel, René Petelet, Mohamed Jeffal, Madame Claude Jiménez, Monsieur Romain Grisca, Madame Valdener, alors Monsieur Bruno Monnier a donné pouvoir à Olivier Fons et Madame Mulac Catherine a donné pouvoir à Monsieur Grisca, Monsieur Vioujas, Monsieur Jean-Pierre Sevrez. Alors, Madame Anne-Marie Forjoux nous a téléphoné ainsi que Monsieur Guglielmetti pour s'excuser, enfin pour qu'on les excuse plutôt, parce qu'ils sont à un enterrement d'une ancienne collègue de la mairie de Monetier. Monsieur Guillermite est excusé. Alors, Monsieur Guillermite, dans un premier temps, avait donné pouvoir à Madame Forjoux. Difficile. Dans un deuxième temps, à Monsieur Perly. Difficile aussi, puisque M. Perly a déjà un pouvoir. Donc, pour l'instant, il est sans pouvoir. M. Jean-Louis Chevalier, Présent. M. Pierre Leroy, M. Jean-Marius Barnéou a donné pouvoir à M. Vioujas, Mme Catherine Blanchard, Mme Martine Alire, M. Nicolas Galliano, M. Gilles Perly, Monsieur Émeric Salde a donné pouvoir à M. Perly. Voilà ce que je disais précédemment. Monsieur Thierry Bouchier, Monsieur Olivier Fons, Monsieur Sébastien Fine et Madame Patricia Arnaud. Et Monsieur Perrineau Charles a donné pouvoir à Madame Arnaud. Voilà. Alors, je voudrais simplement préciser une chose. On ne va pas revenir, on ne va pas faire du travail de décortiquage sur les pouvoirs. Un pouvoir doit être écrit nominativement par la personne qui donne le pouvoir, bon pour pouvoir. Ce n'est pas tapé à la machine, c'est écrit à la main. Alors aujourd'hui, on en a 2 ou 3 comme ça, c'est pas grave. On ne va pas jouer ce genre. Mais éviter, parce que ça pourrait être une cause d'annulation de certains votes. Voilà. Donc, secrétaire de séance, Madame Bovetto. Hein? Et un suppléant de séance, Monsieur Vioujas. Voilà. Ça a tourné, tout est signé. C'est Sébastien signé. Tu as fait? Allez.
Bien. Alors. Alors, dans un premier temps, il nous faut voter le compte-rendu de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce compte-rendu? Non, pas de questions. Je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le compte-rendu, donc approbation du compte-rendu des décisions du président prises dans le cadre de ces délégations. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets la délibération en face compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Compte-rendu des décisions du bureau, toujours au titre des délégations consenties par le Conseil. Questions? Pas de questions. Vote. Vote contre. Abstention à l'unanimité. Et enfin, compte-rendu des arrêtés du président. Il n'y en a pas. Eh bien, le problème est réglé. Voilà. Alors, la première délibération concerne la commission locale. Qu'est-ce que tu me glisses là? La suite. La commission locale des charges transférées. Donc, plus connue sous le terme de CLECT. Alors, cette délibération consiste au Conseil communautaire est appelé à donner un avis favorable sur le projet de règlement intérieur de la CLECT, tel qu'il est annexé à la présente délibération, et à préciser que le règlement intérieur de la CLECT sera soumis au vote de la CLECT afin d'être adopté. Alors, je rappelle pour mémoire. Alors, ça, c'est pas ça. Tu m'en as... Hop, 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 hop. Je m'embarrasse tout ça. Je cherche la synthèse de la première délibération, qui devrait être par là. Là. Parce que je voudrais reprendre les dates des différentes... Voilà, c'est ça. C'est absolument ça. Donc, il y a eu une première délibération du Conseil communautaire le 21 mai 2014 qui a fixé la composition de la CLECT à 2 représentants pour chaque commune, à raison d'un titulaire et d'un suppléant. L'existence de ce règlement intérieur de la CLECT permet de fixer les règles de fonctionnement interne et de la doter d'un cadre de référence. Et un projet de règlement intérieur a été élaboré et il est joint, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la présentation qui vous en est faite. Donc, il vous est demandé de donner un avis favorable sur le projet de règlement intérieur de la CLECT et de préciser que ce règlement intérieur sera soumis à un vote de la CLECT afin d'être adopté. Donc, c'est en 2 étages. On définit les membres de la CLECT, on définit le fait qu'on a eu un avis favorable qui a été donné par le bureau, et ensuite de préciser que le règlement qui vous est présenté sera soumis au vote de la CLECT une fois qu'elle aura été constituée. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je rappelle que la CLECT, c'est une commission qui est faite pour favoriser le transfert, lors d'une compétence qui est attribuée à la communauté de communes, le transfert des avoirs et des biens de la structure en question. Il n'y a pas de questions? Personnellement, et mon pouvoir, on votera contre, parce que 1%, c'est plus la peine qu'on y aille. Ben, il y aura 2 représentants pour chaque commune. Oui, un titulaire et un suppléant. Les votes sont pondérés. Ah oui, mais ce que j'y fasse, mon pauvre. Oui, mais ça, c'est comme ça. Donc tu votes contre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres votes contre?
Micro. Je disais, je me suis déjà positionnée contre lors de la réunion des vice-présidents parce que j'estimais, comme d'autres maires, que normalement la représentation serait plus judicieuse si c'était une représentation de un représentant, enfin un pourcentage égal pour chaque commune. Bien sûr. Tout à fait, moi j'avais fait la même remarque, une voix par commune. Donc, qu'on soit clair, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Abstention. Une abstention. Je vous remercie. Monsieur Perly avait 2 voix, effectivement. Donc ça fait 6. Tiens, je te rends ça. C'est bon? Oui. Alors, deuxième délibération concerne le personnel et ressources humaines, modification du tableau des emplois. C'est M. Sébastien Fine qui rapporte. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc la délibération suivante concerne la modification du tableau des emplois. Suite au départ à la retraite de 2 adjoints techniques principaux première classe au service au service gestion et valorisation des déchets, donc un agent polyvalent et un chauffeur reaper. Il est proposé, par rapport à ces 2 départs en retraite, de stagiairiser un agent qui travaille depuis plusieurs années comme saisonnier au sein du service, depuis la création du service en 2013 et qui donne entière satisfaction. Cette stagiairisation suppose la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires afin d'exercer ses missions d'agent polyvalent sur un grade d'adjoint technique catégorie C de la filière technique et de permettre à la collectivité de bénéficier pour ce poste d'une économie de 3 364 € à l'année. Il sera donc procédé à la suppression d'un poste d'adjoint technique principal première classe et à la création d'un poste d'adjoint technique de catégorie C de la filière technique. Et de recruter dans le même temps un adjoint technique de catégorie C sur la filière technique sur un article 3-2 de la loi du 26 janvier 84, poste vacant dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire afin d'exercer les fonctions de chauffeur reaper. Donc le coût généré pour la création de ces 2 postes sur une année entière, c'est environ 66 000 €, soit une économie de 3 364 € pour le poste d'agent polyvalent et une économie de 5 330 € pour le poste de chauffeur reaper par rapport au poste supprimé. Un bal de nerfs, s'il vous plaît. Je vous signale que la commission AGF a donné un avis favorable et le bureau également en date du 10 septembre et la commission AGF en date du 6 septembre. On continue et on vote les 2 ou on vote celui-là? On vote celui-là. Donc pour la création et suppression de 2 emplois permanents, y a-t-il des questions, des interventions? S'il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Donc délibération suivante. On est toujours sur la création d'un poste non permanent à temps non complet, mais cette fois pour le conservatoire. Donc suite à la nomination de l'agent exerçant des fonctions d'enseignement de danse, jazz et classique au poste de directeur du conservatoire à compter du 1er septembre, le conservatoire, donc on sollicite la création d'un poste d'emploi non permanent, c'est-à-dire contractuel à temps non complet, à 90% du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Catégorie B, à raison de 18 heures hebdomadaires sur la base de l'article 3.1, accroissement temporaire d'activité, selon la loi du 26 janvier de 1984. Pour une durée d'1 an maximum, cet agent exercera les fonctions d'enseignement de danse classique et jazz. Coût généré par la création du poste sur 10 mois. La rémunération se fera en fonction du profil, mais ne dépassera pas le coût pour avoir en chargé de l'agent qui s'exerçait les mêmes fonctions, soit environ 33 100 € plus la prime de fin d'année. La commission AGF a donné un avis favorable, le bureau également. Donc nous sommes amenés à décider de la création de cet emploi non permanent à temps non complet. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Baldener. Oui, est-ce que c'est de cause à effet? Est-ce que le poste de direction, du coup, est à l'essai? Puisque là, le poste proposé est de 10 mois. Oui? Non? Vas-y, réponds.
Donc lors du recrutement, la personne qui a postulé, il a été clairement dit qu'il y avait une période d'essai qui permettrait de regarder et de voir l'implication, mais aussi la motivation, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même des échéances, notamment au niveau de concours à passer de cette personne, et que l'on ferait un bilan au bout de 8 mois ou 10 mois de présence dans la structure. Les concours, ça veut dire que la personne actuelle, elle n'a pas enfin on ne peut pas dire un grade, mais elle n'est pas professeure, elle est assistante d'enseignement, c'est ça? C'est ça. Et à partir de là, il faut qu'elle passe un concours parce qu'il y a la labellisation du conservatoire qui est en jeu avec ça. Alors je ne sais pas si la labellisation du conservatoire est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que dans un premier temps, les équipes qui sont en place puissent fonctionner sereinement avec un agent qui est sur le terrain. Je vous rappelle quand même que lors du recrutement précédent, il y a eu quand même quelques difficultés de la part à la fois de l'agent, du premier agent qui devait postuler et qui a fait demi-tour quelques heures après sa visite du conservatoire. Et je vous rappelle également que certains élus couraient avec des articles de presse dans les couloirs lors du recrutement de la personne qui est restée 8 mois, en disant que c'était totalement inadmissible de recruter une personne comme ça et que vu son pédigré, c'était extrêmement compliqué de le mettre en place. Bon, on a vu qu'au bout de 8 mois, cette personne qui finalement faisait l'unanimité, puisqu'après on a eu pas mal d'éloges, n'a pas souhaité rester pour des raisons familiales. Et là, on s'est plutôt orienté sur un recrutement en interne qui nous semblait faire la part belle déjà à la structure, puisque les personnes qui sont à l'intérieur connaissent la structure, connaissent les difficultés et connaissent aussi, on va dire, le fonctionnement de la collectivité. Donc voilà, on a décidé de s'orienter là-dessus. Et si on a fait une erreur, eh ben, on reverra la copie en cours de route et l'agent forcément est au courant de cette chose-là, puisque rien n'a été caché lors de son entretien, tout a été mis sur la table. C'est une bonne question, oui, avec une bonne réponse. Bien, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, donc je mets cette création d'emploi au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, adhésion au service intérim des collectivités. Toujours, Monsieur Fine. Écoutez, il y a pas mal de collectivités, j'ai appris ça, dans la vallée de la Guisane, qui avaient également souscrit à ce type de service. Donc en fait, le centre de gestion nous propose de signer une collectivité, de signer avec eux une convention d'intérim. Nous avons été sollicités par les responsables des 2 crèches et des services déchets. En effet, ils éprouvent beaucoup de difficultés à recruter des agents du moins compétents, que ce soit pour remplacer les agents disponibles, soit pour maladie, formation, ou pour recruter des saisonniers. Donc c'est un service qui est neutre pour la collectivité. Je vous rappelle quand même que dans les charges de notre collectivité, un pourcentage est prélevé pour assurer le financement du centre de gestion, qui est un pourcentage qui a évolué il y a 2 ans de ça, je crois. Il y a eu une certaine évolution du prélèvement. Et donc l'idée, c'est de signer cette convention avec le centre de gestion et puis de voir quelles modalités on pourrait mettre en place pour déclencher en cas de maladie ou de personnel qui ne sont pas présents sur le lieu de travail et qui nécessitent de la part de nos services RH, mais aussi des services concernés, crèches et régie des ordures ménagères, pas mal de travail pour pouvoir mettre le service d'aplomb et dans des délais qui sont extrêmement contraints. Alors je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est une solution supplémentaire. Voilà. On se dote d'un moyen supplémentaire. Pas de questions? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Olivier Fons va nous parler de l'amortissement des immobilisations. Oui. Tient compte à la fois du vieillissement et du renouvellement. C'est ça. Effectivement, la communauté de communes avait adopté une grille pour des durées d'amortissement par délibération du Conseil communautaire du 25 mars 2000, afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation, des travaux de mise à jour de l'inventaire et des prises de compétences de la CCB. Il est proposé de délibérer afin de fixer de nouvelles durées d'amortissement à compter de janvier 2019.
sachant que l'amortissement est une technique comptable qui permet effectivement de constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources destinées à les renouveler. C'est une technique d'ordre budgétaire qui permet d'étaler dans le temps la charge relative au renouvellement des investissements et des immobilisations. Le calcul se fait par division entre la valeur de l'immobilisation et sa durée d'amortissement. Et c'est un calcul qui se fait pour chaque catégorie d'investissement en fonction des durées de son utilisation et puis des évolutions techniques et technologiques. Les instructions budgétaires précisent les obligations en matière d'amortissement et permettent aux collectivités d'en fixer librement les durées, tout en respectant des limites qui sont fixées pour chaque catégorie d'immobilisation. Donc on vous a effectivement dressé la liste des immobilisations et des durées souhaitées de leur amortissement. Et il conviendra donc effectivement au niveau du conseil communautaire d'en approuver la liste, les durées, l'application d'une méthode d'amortissement linéaire qui est la plus facile puisqu'elle constate annuellement et de façon équitable la dépréciation des matériels. Dans certaines entreprises, on fait effectivement des amortissements dégressifs qui permettent de comptabiliser plus vite la dépréciation, de mettre plus vite de l'argent de côté, mais encore faut-il avoir des résultats conséquents. Et de décider effectivement que d'un seuil de 500 € qui permettrait un amortissement annuel de cet investissement par le biais du fonctionnement. Pour toutes les immobilisations qui ne figureraient pas dans ces listes, il est évident qu'il faudra appliquer les autorisations maximum autorisées par les instructions budgétaires. Le bureau a donné un avis favorable le 10 septembre 2018 et la commission AGF le 6 septembre. Et donc, il est proposé au Conseil communautaire d'appliquer à compter du 1er janvier 2019 les durées d'amortissement présentées ci-dessus. Donc, comme tu l'as dit, l'application de la méthode d'amortissement linéaire de fixer à 500 € le seuil unitaire d'amortissement des immobilisations de faible valeur et dont l'usure, c'est-à-dire l'obsolescence, est très rapide. Des questions ? Moi, simplement, il y avait eu une remarque lors du bureau des vice-présidents sur certains élus qui se posaient des questions par rapport à l'amortissement qui était pratiqué à l'heure actuelle et le nouveau tableau. Moi, j'espère que les pièces leur ont été transmises pour qu'il y ait la différence entre, qu'ils constatent la différence entre le tableau d'amortissement qu'on avait à l'heure actuelle, qui aurait été une quinzaine de lignes, je crois, ou même pas, 8 lignes. Et celui-là, si tel n'était pas le cas, on retransmettra dans les plus brefs délais l'ancien tableau. Donc voilà. Non, il n'a pas été lu. Non, mais ça a été demandé. Donc... Il sera associé au compte-rendu du bureau qui va partir. Bien, après cette précision, pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Merci. Toujours dans l'amortissement mais cette fois-ci des subventions, une neutralisation budgétaire. Jusqu'à présent, il n'y avait pas du tout d'immobilisation d'amortissement, en tout cas, de ces subventions, et c'est le cas aujourd'hui. Alors, ce sont des subventions d'équipement qui sont versées à des tiers, qui sont comptabilisées en immobilisation incorporelle, et par ce fait, elles doivent être obligatoirement amorties. Or, il s'avère que des décrets du 29 décembre 2015 sont venus assouplir ces normes comptables en matière de subventions d'équipement versées à des tiers. Alors, ces subventions, c'est par exemple les fonds de concours versés aux communes, pour lesquels il reste 1 million à amortir à peu près, des subventions à la mairie de Saint-Chaffré pour des travaux de recalage de la route Clos-Jouffré, sur lesquels il reste 47 000 à amortir. Université Joseph Fourier pour la construction de la galerie de l'Alpe, il reste 70 000 à amortir. Euralia pour la construction d'un logement des gens de voyage semi-sédentaires, reste à amortir 9 000. Voilà, donc ce sont ces subventions-là qui sont considérées comme des investissements, mais comme elles n'ont pas vocation à être renouvelées dans le temps, il est autorisé effectivement de ne pas les amortir, puisqu'il n'y a pas de raison de constituer des provisions pour renouveler ces subventions.
Cette neutralisation budgétaire s'opère par l'inscription d'une dépense en section d'investissement en compte 198 et d'une recette en section de fonctionnement au compte 768, permettant donc d'améliorer effectivement les résultats de la collectivité. Procédure qui permet de réduire le montant net des amortissements de la CCB, puisque des amortissements des biens en 2018 ont comptabilisé 2 502 183,74 €. De ces investissements, on déduisait les amortissements des subventions en 2018 pour 484 144,46 € et la neutralisation des amortissements des subventions pour 262 210 porte les amortissements nets de la collectivité à 1 755 000. Et il faut dire que les règles d'équilibre budgétaire consistent à dégager un autofinancement supérieur à la dotation nette, ce qui est le cas du coup. Et en rappel, l'autofinancement dégagé par la CCB en 2017 était de 2,3 millions. L'avis de la commission AGF du 6 septembre a donné un avis favorable, le bureau le 10 septembre également, et le conseil communautaire est appelé à en décider. Questions, interventions? Il n'y en a pas. Je mets la délibération en voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Olivier, toujours, la DM2. Alors, décision modificative numéro 2 du budget général. Alors, dans le cadre des opérations d'ordre, je vais juste vous donner 2 petits éléments. Il est proposé effectivement d'inscrire au budget 165 000 € supplémentaires pour l'amortissement des biens et 308 000 € supplémentaires pour l'amortissement des subventions. Ce sont des régularisations faites sur des investissements et subventions obtenus en 2018. Donc ce sont des opérations normales qui n'engendrent pas de niveau de mouvement de trésorerie et qui s'équilibrent entre les sections de fonctionnement et les sections d'investissement. Dans l'amortissement des biens, on a 262 210 € qui correspondent à l'amortissement des subventions d'équipement. Or, comme on l'a développé, la collectivité a la possibilité de procéder sur autorisation du conseil communautaire à la neutralisation des amortissements qui sont relatifs à ces subventions. Ainsi, il est proposé d'inscrire lors de cette décision modificative les montants budgétaires correspondant à la neutralisation. Vous avez un tableau récapitulatif des opérations d'ordre, avec au niveau du fonctionnement en dépenses les 165 000 € d'amortissement, en recettes les amortissements de subventions pour 308 000 et en neutralisation de l'amortissement 262 210. Sur le plan de l'investissement, on a donc les mêmes opérations en sens inverse bien évidemment, et des opérations patrimoniales qui ont pour effet d'éteindre la participation que nous avions accordée en compte courant à l'ORIL à hauteur de 150 000 €, donc recettes et dépenses pour clôturer cette opération. Sur le plan du fonctionnement, donc on avait souhaité avec les services vous donner le maximum d'éléments qui permettent d'éviter une lecture fastidieuse de toutes ces petites modifications budgétaires. Et simplement pour en arriver, sauf si bien évidemment vous avez des questions particulières à poser sur ces éléments, pour en arriver à la synthèse de ces opérations, c'est-à-dire l'équilibre du budget. Il est proposé pour la section de fonctionnement, compte tenu de l'ensemble des décisions modificatives qui ont été détaillées, notamment des opérations d'ordre, les 165 000 de dépenses de fonctionnement supplémentaires et les 570 210 de recettes en fonctionnement, d'augmenter le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de plus 320 714, qui sont donc les économies réalisées par ces opérations. Pour la section d'investissement, l'augmentation du virement de la section de fonctionnement qu'on vient de voir, c'est-à-dire 329 000 en recettes de recettes de fonctionnement, qui viennent équilibrer en grande partie les inscriptions des opérations d'ordre, 720 210 en dépenses d'investissement et 315 000 en recettes d'investissement. Pour finaliser l'équilibre de la section, donc on va prélever effectivement sur les provisions qui avaient été faites pour des investissements futurs, et on va donc prélever 31 214 en dépenses d'investissement. Au BP 2018, pour l'opération provision pour investissement futur, on avait donc 2 814 284,95 €
qui ont été budgétisés. Suite à l'ADM numéro 1, les crédits sont passés à 2 762 103,95 € et après cette délibération numéro 2, le compte ressortira à 2 730 889,95 €. En dernière page, c'est-à-dire la page 15 sur le document de synthèse, vous avez effectivement la nouvelle présentation des budgets des nouveaux équilibres en fonctionnement et en investissement. La commission AGF a donné un avis favorable le 6 septembre et l'avis du bureau a été donné favorable le 10 septembre 2018. Bien. Question sur cette décision modificative numéro 2, brillamment présentée par Olivier. S'il n'y a pas de questions, je mets cette décision modificative aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité. Alors, monsieur le Premier vice-président, développement du territoire. Il y avait encore l'assainissement. Ah, pardon. Ah, pardon, un petit peu d'assainissement. Voilà, on va aller vite. Alors, pour les investissements, il est proposé d'effectuer une première modification budgétaire sur le budget assainissement. Dans le cadre des opérations d'ordre, d'inscrire au budget 15 000 € supplémentaires pour l'amortissement des biens et 5 000 € supplémentaires pour l'amortissement des subventions réalisées donc dans le cadre de l'année 2018. Ces inscriptions budgétaires sont des opérations d'ordre, sans mouvement au niveau de la trésorerie et équilibre fait entre la section de fonctionnement et d'investissement. Donc vous avez effectivement le tableau récapitulatif des opérations d'ordre. Pour ce qui est de la section d'investissement, suite à une mauvaise imputation d'un mandat relatif à des travaux d'assainissement effectués sur la commune de Val-des-Prés, il convient d'inscrire les crédits et dépenses en recettes d'investissement nécessaires à l'annulation et à la réémission de ce mandat, soit 55 810 au compte avance et à compte versé en recettes d'investissement, 55 810 au compte réseau d'assainissement en dépenses d'investissement, inscription qui s'équilibrent. Diminution des crédits de travaux sur la commune de Montgenèvre, moins 5 000 au compte travaux de l'opération Montgenèvre en dépenses d'investissement afin d'alimenter les frais d'études liés à l'étude de dimensionnement de la steppe du Chazal, 5 000 € en frais d'études en dépenses d'investissement. Pour équilibrer les modifications budgétaires du budget assainissement, il est proposé de diminuer le versement de la section d'exploitation à la section d'investissement de 10 000. En dépenses de fonctionnement au chapitre virement à la section d'investissement et 10 000 € en recettes d'investissement, virement de la section d'exploitation. Vous avez ensuite le nouvel équilibre qui est présenté de façon globale sur le fonctionnement et sur l'investissement. À ce titre, la commission AGF a donné un avis favorable le 6 et le bureau le 10 septembre. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Donc cette fois-ci, monsieur le Premier vice-président, vous nous parlez de la présentation du programme Action Cœur de Ville entre l'État, la ville de Briançon et la CCB. Monsieur le Président, déjà pour vous dire qu'une réunion a eu lieu, vous en étiez informé vendredi dernier, mais que ce n'est pas les conventions qui ont été signées, c'est les pré-conventions, puisque nous n'avions pas de délégation de la part du Conseil communautaire et que ce vote entérinera la signature officielle ou pas de cette convention avec l'État. Donc quelques petites précisions. Donc fin d'année 2017, le Premier ministre annonce le lancement du programme Action Cœur de Ville et lance des appels à projets et demande également à ce que les intercos soient mis également au cœur du dispositif. Pour les Hautes-Alpes, 2 collectivités ont été retenues, la ville de Gap, l'agglo de Gap,
la ville de Briançon et la communauté de communes du Briançonnais en association. Donc ce projet de territoire qui est un projet qui, comme l'a dit votre première adjointe, je crois, non, Aurélie Pouillot, votre adjointe, est une action qui va faire battre 2 cœurs au niveau de la ville de Briançon et qui finalement était un peu précurseur puisque Action Cœur de Ville et la démarche que vous avez menée au niveau de la ville de Briançon qui s'appelle Cœur de Ville, et n'est ni plus ni moins que des actions qui doivent être, on va dire, concordantes. Donc par rapport à tout ça, il a été demandé de travailler avec vos services et les services de la communauté de communes, donc les services de la ville de Briançon et les services de la communauté de communes. Pour vous donner un petit peu le timing, c'était un timing quand même assez contraint, puisqu'une première réunion a eu lieu, je crois, le 4 juillet, et une a eu lieu tout de suite au début septembre en nous disant dans 4 jours, j'aimerais bien que les actions soient déposées au niveau de la préfecture parce que faut que ça remonte au niveau national avant que ce soit signé. Et les services à la fois de la ville de Briançon mais aussi de la communauté de communes ont effectué un travail remarquable sur ces 4 jours. Je pense que les employés ont dû dormir très peu et ont réussi à déposer un projet qui me semble être extrêmement favorable. Pourquoi ? Alors on peut imaginer que j'entends des choses dans les couloirs, que c'est encore la ville de Briançon qui va se sucrer sur le dos de la communauté de communes, mais c'est pas du tout ça. Quand on relit bien le projet, la communauté de communes profite de cette action Cœur de Ville pour faire rayonner sur son territoire le développement économique, notamment par le biais d'Altipolis. Altipolis est quelque chose qui existe sur le territoire depuis 4 ans et qui permet de donner une vision économique sur le cœur de ville. Et à partir de ce programme qui est porté par la ville de Briançon, nous on n'intégrera pas, on restera dans notre champ de compétences qui est notre champ économique, développement numérique et touristique. Et donc l'idée c'est de faire rayonner au cœur de la ville, mais aussi au cœur des villages stations et aussi au cœur des villages qui composent cette communauté de communes, des actions au niveau du développement économique, de recensement et du futur. Donc c'est ce que vous avez dans la note, en dernière partie, j'aimerais bien quand même vous le lire. Les projets identifiés donc, sont l'étude et la définition d'une stratégie de dynamisation du commerce, de l'artisanat, des services de proximité sur le territoire de la CCB. Étude de positionnement stratégique d'Altipolis. On en a parlé, étude de définition d'une stratégie numérique visant à faire de Briançonnais un territoire intelligent. Et sûrement en partenariat avec déjà les actions qui sont mises en place au niveau des stations et de la Smart Mountain. Il serait carrément idiot que l'on travaille dans notre coin sans corrélation avec ce qui se fait ou ce qui va se faire au cœur des stations. Et puis également quelque chose qui est extrêmement important, c'est le schéma de mobilité rurale. Qui se veut également une pierre pour le futur sur notre territoire. Alors pour l'instant ça passe par des actions, on a déjà eu des discussions avec certaines communes, ça passe sur des actions peut-être de base, mais à l'arrivée c'est de proposer peut-être quelque chose de structuré au niveau de notre territoire, que ce soit en mobilité douce, mais peut-être même, je reprends vos propos Monsieur le Président, en termes de transport global peut-être. Ça sera étudié. Et puis des actions étudiées, donc des opérations collectives menées au titre du Fonds d'intervention de la sauvegarde de l'artisanat et du FISAC. Je sais que les services sont sur ces dossiers-là pour notamment Madame Ronde-Pierre, oui, qui travaille avec Monsieur de Montmorillon et tout le pôle Altipolis autour de ce sujet-là. La conception et la mise en œuvre de mobilier connecté, donc là-dessus on a des idées notamment sur du développement de la Smart City qui pourrait être appliquée également dans les cœurs de station, éclairage intelligent, parking, etc. Et puis la réalisation du pôle culturel de la ZAC Cœur de Ville. Donc le bureau, en date du 10 septembre, a émis un avis favorable.
Il est quand même tout de même précisé qu'à ce stade, aucun financement n'est définitivement acquis, ni inscrit à la Convention. Nous avons, lors de la signature de ce pré-document, discuté avec le directeur de la Caisse des dépôts. Bon, pour l'instant, c'est essentiellement de la mise à disposition peut-être d'ingénierie pour le début du travail, des études. On sait qu'il y a un peu plus d'1,5 milliard, je crois, sur la table du côté de la Caisse des dépôts, et puis du côté d'une autre structure, il y a aussi l'ANA, ouais, un peu plus de 1 milliard d'euros, je crois, qui est l'Action Logement. Donc voilà, c'est un projet donc qui permet à notre collectivité, communauté de communes, de faire d'une pierre deux coups et de permettre à l'ensemble des composantes de ce territoire de bénéficier de ces actions. Et c'est une volonté forte de la part du ministre que nous avons eu la chance de rencontrer vendredi dernier, et nous avons pu échanger sur ce projet qui a été présenté et qui, je pense, a retenu son attention. Voilà. Merci. Je pense effectivement que c'est un beau projet. Je crois que, comme tu l'as dit, il faut souligner la réactivité de nos équipes, puisque début juillet, il fallait qu'on rende des fiches techniques pour fin juillet, et qu'au mois de septembre, en 5 jours, il a fallu rédiger les fiches pour que la signature non officielle de cette convention soit signée, avec toutes les retombées que vient de souligner Sébastien, à savoir d'abord le FISAC, la réhabilitation d'un immobilier dans les zones difficiles, et puis toute la problématique du commerce au niveau du territoire, ainsi que la problématique de la mobilité. Donc je pense que ça... Alors, moi je suis toujours un petit peu comme Saint-Thomas, c'est vrai que cette affaire-là est tombée vite, on a réagi vite, espérons qu'elle ne reparte pas aussi vite qu'elle est arrivée, et que les milliards qu'on nous annonce... on ne les perde pas, parce que déjà entre la première réunion où la Caisse des dépôts était extrêmement généreuse, dans un deuxième temps, la deuxième réunion, il ne nous parlait plus que d'études et de participation d'accompagnement. Voilà, donc espérons qu'on ne soit pas simplement dans un coup de pub, mais qu'on soit dans quelque chose de plus fort qui permette à notre territoire d'être effectivement performant. Oui, Monsieur Pétieux. Monsieur le Président, je voterai cette délibération parce qu'il me semble opportuniste de pouvoir bénéficier d'un tel dispositif. Donc, je voterai la convention cadre concernant les actions menées. Comme on sera amené à redélibérer en son temps, je verrai, je me positionnerai plus tard. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions ? Madame Waldener. Oui, moi je m'associe aussi pour saluer le travail des services, aussi bien de la Comcom que de Briançon, parce qu'effectivement, grâce à ça et à la réaction très vive, je veux dire, on a pu candidater et être retenu. Après, en ce qui concerne peut-être les éléments où tout le monde ne pourrait pas être d'accord sur les projets et les, je ne sais plus comment vous appelez ça, les projets matures, je ne sais pas quoi, là. Les actions matures, c'est ça que vous avez dit, les actions matures. Je crois qu'on peut faire évoluer les choses jusqu'à 2022 dans le projet. Donc du coup, on a vraiment le temps de se positionner, et c'est vrai que c'est un vrai vecteur de développement. Donc on a vraiment le temps d'y réfléchir. Et après, par rapport à ça, à part ça, j'avais une question. Les financements que vous évoquez, c'est au niveau national? C'est ça, je ne me trompe pas? Oui, ça veut dire que c'est de l'ordre de 2 milliards. Non mais bien sûr. Non mais ça veut dire que c'est de l'ordre de 2 milliards, tout confondu, Caisse des dépôts, tout ça, c'est de cet ordre. Non, parce qu'en commission, on ne savait pas l'autre fois. Donc on a dit des choses erronées, donc c'est pour ça que je veux repréciser. Un peu plus de 5 milliards d'euros qui sont mobilisés. 5 milliards. 5 milliards sur 5 ans. D'accord. Voilà. Pour une 320, je crois, communes. Voilà, sur l'ensemble du territoire. 222. Je crois que c'était 320. Bon. Le ministre a bien insisté sur le fait que la division euclidienne du milliard par 222 n'était peut-être pas forcément la référence. Voilà, c'est pas arithmétique. De toute façon, concernant les milliards, sur le contrat de transition écologique, il parle de 15 milliards, en sachant que c'est des milliards qui sont déjà sur la table. Mais ça veut dire aussi que ceux qui sont inscrits
Que ce soit dans le cœur de ville, que ce soit dans le contrat de transition, que ce soit dans tous les contrats, les premiers sont ceux qui seront servis. Donc de toute façon, les sommes, je veux dire, c'est le bonto, c'est ça qu'on appelle, oui. quand voilà. De l'argent, il y en a, mais il faut y aller. Il faut faire des projets, il faut être prêt, parce que justement, les premiers sont les premiers servis. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est pour ça qu'on a sollicité les collectivités sur les voies vertes, les voies douces, etc. Parce qu'il faut vraiment se préparer. Le temps est compté pour présenter des projets. Ça donne quand même une idée pour présenter les projets. Oui, voilà. bien sûr. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre de voir que les projets soient hyper bien ficelés, etc., et de voir comment évoluent les projets, parce que comme on le voit pour ce qui s'est déjà passé en quelques mois, des fois, et on le voit aussi pour la transition écologique, le contrat de transition dont parlait Pierre, des fois, il faut avoir déjà sorti les dossiers pour la veille, quoi. Donc, on l'a vu pour dans le cadre du PETR pour le TEPCV, il faut des fois avoir bien mouliné auparavant. Donc moi je pense que là je retiens surtout l'idée du schéma de mobilité rurale. Donc effectivement entre les annonces qui ont été faites, ce sont des annonces, ce sont des belles